Choqué. Je suis choqué. Après avoir vu ce documentaire, c'est la première chose que j'ai ressentie. C'était tellement violent. Il y a quelques jours, BBC Africa a publié un documentaire intitulé Prédateurs sur le terrain, au cœur du plus grand scandale du football africain. Au début, quand j'ai lu le titre de ce documentaire, je m'attendais au discours le plus classique, le plus commun, le plus souvent écouté en Afrique, c'est-à-dire un détournement massif de fonds. Et j'étais loin de m'imaginer que c'était bien pire que ça. Plusieurs centaines d'enfants auraient été abusés et des personnalités de la Fédération gabonaise de football seraient impliquées. Au Gabon, beaucoup de jeunes joueurs de football ont été psychologiquement et physiquement détruits à cause des pratiques d'un individu, mais avec l'accord tacite de dizaines d'adultes. Il y a une citation que j'avais aimée en regardant la série Esprit criminel. Ça disait: pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. C'est-à-dire que des personnes qui ne font pas de mal, qui ne sont pas d'accord avec le mal qui est fait et qui malgré tout voient ceux qui font le mal et décident de tourner le regard. Ce n'est qu'un constat de la vie. Et c'est toujours le même gars qui a dit que plus grand est le pouvoir, plus grand est l'abus. Ici, nous sommes dans les deux. Une personne avec un grand pouvoir qui en a abusé sous le regard détourné de personnes qui n'ont rien fait pour empêcher cela. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez d'autres types de contenus, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. Revenons à l'histoire. L'affaire commence à chuchoter dans les oreilles de certaines personnes grâce à un homme nommé Parfait Ndong. C'est un Gabonais qui a joué dans son équipe internationale de football et dans plusieurs clubs en Europe, qui a rendu public l'affaire d'abus sexuels dans les clubs de football au Gabon. Quand il est rentré au Gabon pour devenir coach dans de jeunes clubs, il a rapidement découvert que non seulement les abus sur les joueurs étaient courants, mais que rien n'était fait pour que ça diminue. Avant donc, un ancien joueur gabonais a aussi publiquement révélé que lui-même avait subi cela. Et il a publiquement dévoilé les méthodes utilisées. Mais rien n'a été fait à ce moment-là. Ndong a expliqué avoir tout fait pour signaler et révéler ce qu'il avait appris. Il a essayé d'expliquer ce qu'il avait découvert au président de la Ligue de football gabonaise. Il a fait la même chose au président de la fédération. Il a vu le ministre des Sports pour lui détailler la situation. Et il a même demandé à voir le premier ministre gabonais de l'époque. Mais rien ne s'est passé. Personne ne l'a écouté. Personne n'a levé le petit doigt. Tout le monde a ignoré. Que je ne pouvais que dénoncer. Je ne pouvais pas le garder pour moi. Comme il s'est rendu compte qu'aucune institution ne s'est prononcée, le gars est directement allé s'adresser à l'opinion publique via les médias. Et à travers les médias, il est allé dans plusieurs radios, télé, pour pouvoir en parler et expliquer ce qui n'allait pas. Mais ça n'a pas eu l'effet souhaité, vu que personne n'a réagi. Moi, j'ai fait plusieurs interventions dans plusieurs télévisions, plusieurs radios au Gabon, sans suite. Personne n'a pris en considération ce que je disais. C'est un journal britannique maintenant, appelé The Guardian, qui a fait bouger les choses de manière très virulente. Le 16 décembre 2021, un article intitulé « Patrick Essoumou Eyi, principal entraîneur de football au Gabon, accusé de sur des garçons ». Et l'article dit ceci: un entraîneur de longue date au Gabon fait face à des allégations selon lesquelles il aurait violé, entraîné et exploité de jeunes joueurs. Les victimes présumées affirment que Patrick Essoumou Eyi, connu sous le nom de Capello, a abusé de garçons dans son rôle d'entraîneur-chef de l'équipe gabonaise des moins de 17 ans et dans son rôle actuel de directeur technique de la Ligue Estuaire, la plus haute ligue du pays. Un ancien joueur entraîné par Eyi a déclaré que l'entraîneur attirait ses victimes présumées dans sa maison qu'il appelait Jardin d'Éden. Certaines victimes ont allégué qu'Eyi avait également fourni des garçons à d'autres personnalités du football pour les abuser. À ce niveau, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'aucune des autres autorités dans le domaine ne voulait traiter l'affaire. On est d'accord? Ceci explique cela. Bref, continuons. Eyi a quitté son poste dans l'équipe de jeunes du pays en 2017, mais continue de travailler avec les jeunes joueurs de la Ligue de l'Estuaire. Il n'a pas directement répondu aux questions du Guardian concernant ces allégations. Un ancien responsable de la FEGAFOOT, la Fédération gabonaise de football, a affirmé qu'il avait tenté de faire part de ses inquiétudes concernant les allégations d'abus sexuels au sujet de Eyi lors d'une réunion de conseil d'administration en 2019 et qu'il avait en conséquence été émis de ses fonctions. Évidemment, la FEGAFOOT
dément cette affirmation. Les victimes présumées affirment qu'elles n'ont pas contacté la police au Gabon parce qu'elles n'ont pas confiance dans le système judiciaire. Une plainte concernant des allégations d'abus sexuels a été déposée auprès de la FIFA par le syndicat international des joueurs, la FIFPro, qui s'est déclaré profondément préoccupé par ces allégations. Nos enquêtes préliminaires ont produit des preuves concordantes provenant de témoins crédibles qui parlent tous d'une pratique continue et ancrée depuis longtemps consistant à forcer les jeunes joueurs à avoir des relations sexuelles comme condition préalable à l'accès au football. Si ces allégations sont effectivement vraies, cela constitue une preuve supplémentaire que le football est constamment exploité à travers des ligues et les continents, comme un forum permettant aux agresseurs d'accéder, de préparer, d'extorquer et d'agresser les joueurs. Il faut faire davantage pour prévenir ces horribles abus et nous appelons les instances dirigeantes du football à agir en toute urgence. Monsieur le Président de la Fédération, on vous accuse d'avoir gardé le silence. Est-ce le cas? Bien, je crois que c'est des accusations fortuites. La fédération n'a pas gardé le silence. La fédération n'a pas voulu communiquer comme ça se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux et autres. Mais nous sommes passés dans l'action. Et ça pousse les jeunes à ne pas parler. Mais ça ne sert à rien. C'est comme si on allait dans la gueule du loup. Parce que les mêmes personnes qui peuvent être accusées sont celles qui mènent la barque. Surtout lorsque l'entraîneur, M. Capello, a été employé par la fédération. Plusieurs victimes présumées ont parlé au Guardian. Une victime qui a joué pour l'équipe gabonaise des moins de 17 ans entre 2015 et 2017 a affirmé avoir été maltraitée à plusieurs reprises par l'entraîneur au cours de sa carrière avec l'équipe nationale. Il m'a forcé à avoir des relations sexuelles avec lui, a expliqué le joueur. C'était la condition pour rester en équipe nationale. À cette époque, j'ai quitté mon village pour aider ma famille. Je vivais dans la capitale et devenir footballeur professionnel était le seul moyen de sortir de la misère. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait pour les aider. Il a ajouté que Capello a vu tellement de garçons, il se rendait parfois à la campagne pour en trouver de nouveaux. Il a profité de la pauvreté et également donné quelques garçons à d'autres fonctionnaires. Dans notre équipe nationale, la majorité devait donner du sexe. C'est la réalité du football gabonais depuis des décennies, mais personne ne peut arrêter le système. Les prédateurs sont trop nombreux. Nous avons vécu l'enfer. 2 autres victimes présumées ont affirmé qu'il les avait maltraitées alors qu'elles avaient moins de 18 ans et fréquentaient une académie appelée Académie Club de Libreville à Akanga, une banlieue de Libreville, entre 2017 et 2019. Parfois, il amenait des enfants chez lui, le jardin d'Éden. Il était très gentil avec moi, mais chaque fois que je le voyais, il me disait que j'étais très beau. Un jour, il m'a raconté que certains joueurs se masturbaient. Il a quitté son bureau avec le sourire. C'est comme s'il m'a envoyé un message. J'ai eu des expériences sexuelles avec Capello, j'y étais obligé. J'ai arrêté le football. J'ai fait de mon mieux pour ma famille et maintenant, je vis à l'étranger. Je ne peux pas revenir en arrière. Voici ce qu'un autre joueur témoigne. Capello a acheté des enfants provenant de provinces ou de villages éloignés et majoritairement issus de milieux pauvres. Il leur a fait un lavage de cerveau et leur a fait croire qu'il devait lui accorder des faveurs sexuelles. Un autre entraîneur nous a dit un jour, si vous voulez jouer avec l'équipe nationale de moins de 17 ans, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au cours de sa carrière de joueur, Eyi était un allié qui s'est tourné vers l'entraînement dès son plus jeune âge et a développé une réputation pour repérer de jeunes joueurs internationaux. Un communiqué de la FEGAFOOT indique n'avoir jamais enregistré de plainte relative à un quelconque acte de cette nature. C'est quand le Guardian publie cet article que l'histoire s'ébruite avec plus de virulence. D'autant plus qu'il ne s'agissait pas d'éléments isolés, donc les langues ont commencé à se délier massivement. Patrick Assoumou Eyi, nommé Capello, se fait arrêter avec 2 autres entraîneurs et ils sont mis en prison. Au vu des preuves de plus en plus nombreuses, il finit par reconnaître les accusations de manipulation, d'abus et d'exploitation. Il est actuellement en prison en attente de sa sentence. Je ne comprends toujours pas pourquoi certains sont en prison et d'autres sont en liberté. Ça, je ne comprends pas. Est-ce que vous imaginez un instant la violence de cette chose?
Vous pensez pouvoir travailler dur pour pouvoir mettre votre famille à l'abri. Déjà que c'est dans un pays où rien n'est fait correctement, mais là vous vous retrouvez dans une forme de prison. Vous êtes pris en otage. C'est un chantage inhumain, inimaginable. Ce que je trouve particulièrement triste dans cette affaire, et c'est même ce qui a permis à ce système de perdurer, et d'ailleurs je suis même sûr que ça continue toujours, c'est quand les joueurs vous font comprendre qu'ils n'ont même pas essayé de porter plainte parce qu'ils n'ont aucune confiance à la justice. On nous demande tous les jours de faire confiance aux autorités compétentes. Je ne me rappelle même pas le nombre de fois où j'ai lu cette expression, où j'ai entendu, c'est-à-dire les autorités compétentes vont faire leur travail. Mais comment faire confiance aux autorités compétentes alors qu'ils ne savent qu'utiliser le pouvoir pour leurs intérêts ou encore pour nuire aux autres? Et dès que vous voulez vous plaindre du fait qu'ils utilisent le pouvoir pour leurs intérêts ou pour nuire les autres, c'est là qu'on vous sort de grandes leçons de morale, de grandes leçons de vie et sur la manière de se comporter. Mais honnêtement, la question se pose. Comment avoir confiance à des autorités qui vous ont montré en une infinité de reprises que vous ne comptez pas à leurs yeux et qu'ils ne sont pas là pour vous servir? C'est exactement ce qui permet à ce genre de système de continuer. C'est parce que personne n'avait confiance au système. C'est parce que ce type faisait partie du système. C'est parce qu'il aidait les gens du système à avoir accès à des enfants que ça a duré aussi longtemps, que ça dure même toujours aussi longtemps. Ils ont donc arrêté Capello. Mais depuis combien de temps sont-ils au courant? Et n'ont-ils rien fait? Ils se sont arrêtés au niveau le plus bas. Capello est un bouc émissaire. Ce sont les têtes au sommet qui devraient rouler. On parle là de centaines d'enfants abusés au moins. C'est-à-dire que c'était tellement courant au point où le gars allait chercher dans les villages. Il allait chercher des gens dans les villages. En jouant sur l'espoir de réussite, il vous conditionne à accepter les pires actes, les pires atrocités. Il n'était pas le seul dans l'affaire. N'oublions pas que les jeunes parlent tous d'un réseau qu'ils fournissaient. C'est à vomir. J'appelle ça du trafic humain. C'est du trafic humain. Si vous n'avez pas encore vu ce documentaire, faites-le. Les témoignages à l'intérieur sont horribles. Je ne saurais me résoudre à raconter ces histoires moi-même. Il faut écouter les victimes parler de leur bouche. Des gens comme Capello, il y en a tellement. Des gens qui abusent de leur pouvoir sur le regard des autres, qui laissent faire en échange de miettes ou simplement en échange du fait de ne pas avoir de problème. Des gens qui font aux autres ce qu'ils n'aimeraient jamais qu'on leur fasse, ni qu'on fasse à leurs enfants. Là, c'était juste Capello. Juste un. Ce gars a exercé pendant 30 ans. Le nombre de victimes est effrayant. Le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas fini. C'est juste une personne qui est tombée. Ce n'est pas le système. Ce documentaire m'a donné les vertiges. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.